Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. On va commencer par des allocutions de chaque personne représentant une formation politique. Ensuite, on va faire la période de questions, mais je vous demanderai de, naturellement, rester sur le sujet du jour. Puis, par la suite, on pourra poser des questions sur des sujets autres que le sujet du jour en mêlée de presse. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis content d'être ici, surtout d'être entouré des collègues du Parti libéral, de Québec solidaire, du Parti québécois. On est vraiment dans une approche transpartisane, comme on l'a dit ce matin. On était content de déposer un projet de loi qui est le fruit d'un travail long, exhaustif, plusieurs rencontres, plusieurs discussions. Et je pense qu'on arrive avec quelque chose qui est très mûr, qui vient répondre à des enjeux. La préservation des circonscriptions qui auraient pu disparaître, malheureusement, à cause des critères actuels. La préservation des comtés qui apparaissent dans des endroits pour garantir la représentativité effective. Un comité de travail très sérieux, avec une démarche très sérieuse pour arriver avec quelque chose qui sera au bénéfice de tous les Québécois pour le moyen et le long terme. Donc, je pense qu'on répond à les préoccupations des Québécois dans toutes les provinces, dans toutes les régions. Ah oui! Dans toutes les régions du Québec. Donc, je vous remercie. Je vais laisser les collègues prendre la parole, puis on prendra des questions ensemble. Alors, rapidement, honnêtement, je suis très fier aujourd'hui de ce qu'on fait collectivement. Pourquoi? Parce que dans l'immédiat, pour les prochaines élections, là, les gens Laurentides-Lanaudière, les gens de Estrie-Centre du Québec, les gens de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent également, et les gens de Montréal, évidemment, a fortiori partout au Québec, auront une représentation effective. Le fait d'augmenter de 2 députés, nous respectons les délimitations qui ont été faites. Ce n'est pas nous qui faisons les délimitations aujourd'hui. On respecte ça pour les prochaines élections et les élections qui vont suivre. Et je pense qu'il faut le souligner. Moi, ça fait depuis 2012 que je siège à l'Assemblée nationale. Je pense que ça fait depuis 2012 qu'on se dit qu'il faudrait peut-être revoir un jour de façon transpartisane. Mais vous le savez, c'est pas toujours facile à l'Assemblée nationale de ne pas être partisan. Mais de trouver une façon de revoir les critères, de revoir le mode de fonctionnement de la CRE. Et là, le comité d'études sur la représentation électorale aura l'opportunité de faire une vaste consultation et d'éclairer les prochains législateurs pour dire voici ce que l'on propose. Ils vont aller même aller voir à l'extérieur, ailleurs au Canada et à l'étranger. Alors ça, c'est une belle avancée. Puis je pense que c'est un arbre que l'on sème aujourd'hui qui va nous permettre d'avoir de beaux fruits quant à la représentativité électorale. Merci. Merci. J'ai comme envie de commencer par une question quiz. Quelle était l'année de la dernière réforme qui a ajouté d'un nombre de sièges au Québec, qui nous est rendu à 125? C'est quand la dernière fois qu'on a changé le nombre de sièges au Québec? Nous autres, on ne participe pas. Hein? Non, vous autres ne participez pas. Personne n'est au courant. Un essai, peut-être? La décennie, au moins? Les années 80, 1989. En 1989, on est passé de 122 à 125 sièges. 1989. J'avais 5 ans. Il n'y avait pas encore 7 millions de Québécois. On est rendu, évidemment, beaucoup plus loin aujourd'hui. On a calculé ça ce matin. On a à peu près 30 de croissance de population depuis 1989. Ça fait longtemps, donc, qu'à Québec solidaire, on plaide pour augmenter le nombre de sièges. Vous savez qu'il y a des rénovations au Salon Bleu en ce moment qui permettraient un total de 129, mais là, on passe à 127. Donc, on est bien content d'avoir travaillé sur ce projet de loi-là aujourd'hui. Il ne règle pas tout, bien sûr, puis le comité qui va avoir à travailler en consultation avec beaucoup de gens au Québec pour revoir les critères, c'est une piste de solution pour l'avenir. Évidemment qu'on plaide à Québec solidaire aussi, vous le savez, pour une réforme du mode de scrutin. On pense que ça serait ça la solution définitive à la bonne représentation des différentes régions, mais c'est un débat que nous aurons dans un autre forum. Aujourd'hui, on est vraiment fiers et vraiment contents d'avoir travaillé avec nos collègues de manière transpartisane pour l'intérêt de la Gaspésie, de l'Est de Montréal, des Laurentides, du centre du Québec. Bref, l'ensemble des Québécois peuvent profiter du travail transpartisan ici aujourd'hui. Merci. Bravo. J'aimerais joindre ma voix à celle de mes collègues pour vous dire à quel point je suis fier de ce projet de loi que nous déposons ensemble aujourd'hui, qui est vraiment le fruit d'un travail transpartisan. Je pense qu'il n'y a personne au Québec qui va oser prétendre que sur le plan partisan ou sur le plan des élections qui s'en viennent, les intérêts du gouvernement, de la CAQ, de Québec solidaire, du Parti libéral du Québec ou du Parti québécois sont les mêmes. Pas du tout. Mais nous les avons complètement écartés pour nous concentrer sur ce qui compte le plus, l'intérêt supérieur des Québécoises et des Québécois, notre système démocratique et trouver les meilleures solutions.
Et je pense que nous arrivons avec ces solutions. Nous sommes convaincus que nous arrivons avec ces solutions parce que, de fait, nous protégeons l'équité pour la région de la Gaspésie, pour l'Est de Montréal. Et pour le reste, nous sommes d'accord, nous disons, on y va avec la carte électorale telle que déterminée par le directeur général des élections, notamment avec les nouvelles circonscriptions dans les Laurentides et dans le centre du Québec. Et surtout, nous arrivons avec quelque chose de structurant. On dit ce débat-là démontre qu'il faut réfléchir aux critères qui servent à déterminer les délimitations des circonscriptions électorales. Et avec ce comité qui est établi par le projet de loi, il y aura une réflexion profonde qui va faire appel à tout ce qu'il y a de meilleur en expertise sur ces questions-là au Québec pour se fixer des nouveaux critères, des nouvelles solutions modernes qui correspondent aux réalités de 2026. Alors moi, je suis très fier de participer à cet exercice réellement transpartisan aujourd'hui avec mes collègues. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. On va se concentrer sur le sujet du jour qui nous concerne. Une question de sous-question. François Carabin. Bonjour à vous quatre. Monsieur Roberge, le directeur général des élections vous a envoyé une lettre il y a quelques jours où il disait craindre pour l'intégrité du scrutin d'octobre. En quoi votre projet de loi déposé aujourd'hui va permettre de répondre à ces craintes pour l'intégrité de l'élection? Deux points. D'abord, au moment où le directeur général des élections a fait cette communication-là, il n'y avait pas toute l'information sur le projet de loi qui a été déposé. Depuis ce temps, il y a eu des communications entre les fonctionnaires, les juristes qui ont fait ça, et le directeur général des élections. Nous avons travaillé main dans la main avec lui depuis ce temps. Il y a même des ajustements qui ont été apportés au projet de loi dans l'intervalle pour réellement qu'il soit contributeur à ce projet de loi-là. On a travaillé aussi sur une éducation très, très rapide, donc la carte. Si on arrive à faire l'adoption dès aujourd'hui, la carte serait effective dès demain, c'est-à-dire serait connue dès demain. Et à ce moment-là, au moment où le directeur général des élections a émis cette critique, je pense qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une troisième carte. C'est important de préciser que le directeur général des élections est prêt à travailler avec la carte de 2022. Les 125 comtés là, qui sont actuels, il est prêt à déclencher une élection là, dès la semaine prochaine selon cette carte-là. Le directeur travaille sur la nouvelle carte, celle qui est déposée en janvier par la Commission de la représentation électorale, et il travaille à l'élaborer, celle-ci. Donc, à partir du 14 juillet 2026, on travaille avec cette carte-là. Donc, ces deux cartes-là, le DGA est à l'aise avec. Le projet de loi qu'on travaille, qu'on dépose aujourd'hui, prend 12 comtés de la carte actuelle avec le DGA est à l'aise et 115 comtés de la nouvelle carte avec laquelle le DGA est à l'aise. Donc, il ne s'agit pas d'une troisième carte là, issue de on ne sait où. Il s'agit d'éléments, dans tous les cas, et de cartes qui, dans tous les cas, ont été dessinées par la CRE, par la Commission. Donc, à cet égard-là, moi, j'ai l'assurance morale que le processus sera suivi et que l'exercice électoral pourra avoir lieu avec toutes les garanties de conformité possibles. Merci. Je vais vous demander de rester au micro, puis si jamais vous voulez répondre, n'hésitez pas, messieurs. Mais je veux vous lire un extrait de la décision de la Cour suprême du Canada rendue sur la loi que vous avez fait adopter en 2024. La Cour suprême disait que le gouvernement du Québec n'avait pas établi en quoi l'interruption totale du processus indépendant de révision des limitations de l'ensemble des circonscriptions et par le fait même la préservation d'une circonscription à Montréal participe à l'objectif général de protection des régions en situation de dévitalisation. Je veux comprendre pourquoi aujourd'hui, ou comment justifiez-vous aujourd'hui la protection de la circonscription d'Anjou-Louis Riel qui est à Montréal? Je vais commencer par dire que c'est un projet de loi complètement distinct. Donc, la Cour suprême s'est prononcée sur un projet de loi qui est très différent du projet de loi actuel. Donc, on ne peut pas présumer que des critiques s'appliqueraient au projet de loi actuel. Et ensuite, il y avait la question de garantir la représentativité effective. Je pense que les gens craignaient que des citoyens du centre du Québec et des Laurentides, de la Naudière, perdent au change avec une intervention. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais mon collègue veut avancer dans cette direction. Oui. Donc, les tribunaux se sont prononcés sur la loi précédente. Jean-François vient de le dire, c'est une loi
très différente. Et il y a deux motifs principaux, notamment dans les décisions, les motifs de la Cour suprême du Canada. Il y a l'atteinte minimale. Et là, on vient de le mentionner. En fait, on garde le travail du directeur général des élections, la nouvelle carte qu'il propose, sauf pour les régions affectées par cette intention qu'on annonce aujourd'hui, ou cette volonté de conserver donc une voie équitable pour la Gaspésie, la région de la Gaspésie et pour la région de l'Est de Montréal. Donc, le critère de l'atteinte minimale, il est là. Et deuxièmement, sur le critère de l'objectif, c'est là qu'on l'énonce. On est dans une démarche qui est aussi structurante pour l'avenir. Et là, nous, on le dit, il va falloir dans l'avenir, c'est l'article 8 du projet de loi qui le dit, il va falloir qu'on revoie les critères de détermination des circonscriptions sur la base d'une représentation effective des électeurs, d'une démarche juste et transparente et que ça reflète la diversité des réalités régionales. Et donc, le projet de loi aujourd'hui est très différent de ce qui était débattu devant les tribunaux avec des objectifs très clairs qui sont énoncés à même la loi, le projet de loi. On va passer au prochain, Sébastien, s'il te plaît. On passe à une question. Il y a beaucoup de journalistes. Mais il y a des considérations importantes pour l'Est de Montréal. Il y a des réalités sociologiques, démographiques, économiques, sociologiques qui font d'ailleurs partie des critères actuellement, mais que ce comité va être chargé de revoir. Et actuellement, on se dit, pour une représentation équitable de l'Est de Montréal et de la Gaspésie, voici la solution qui est proposée par l'ensemble des députés. C'est simplement par souci que tout le monde puisse poser ses questions. S'il vous plaît, une question de question. Juste rajouter rapidement quelque chose sur l'Est de Montréal. Rappelez-vous, dans l'exercice précédent du DGE, c'était une circonscription de l'ouest de l'île qui avait été fusionnée. Je pense que c'était Mont-Royal et Outremont. Il y avait eu des enjeux là-dessus, mais ça n'avait pas généré des levées de boucliers comme celles qu'on a connues en ce moment. C'est vrai, comme l'a dit mon collègue, que l'Est de Montréal essaye de se relever d'une dévitalisation, d'une désindustrialisation économique dont, moi, même dans ma circonscription, la rue Sainte-Catherine, on ne s'est jamais relevé de la destruction de Notre-Dame. Fait que c'est un exemple, par exemple, mais il y en a plein d'autres exemples dans l'Est de Montréal où est-ce qu'on a besoin de ce vent-là puis de perdre de la représentation politique. Bien, ça n'aide pas une partie de Montréal à continuer de tenter de se redévelopper. Bonjour. Monsieur Roberge, en tout respect, les recommandations de la Commission de la représentation électorale, vous les avez rejetées. Alors, qu'est-ce qui nous dit que vous allez, ou que le prochain gouvernement va appliquer les recommandations du comité que vous créez aujourd'hui pour revoir les critères? La démarche que nous faisons, elle est unanime, elle est transpartisane. C'est une réflexion qui est exhaustive. On n'est pas seulement à se questionner sur les résultats des travaux de la Commission. On regarde, dans le projet de loi, on crée un comité avec un juge du Québec à la retraite, un ex-parlementaire et un expert. On leur donne le mandat de faire une tournée, d'écouter la Commission, d'écouter des anciens députés, d'écouter des gens partout à travers le Québec, de consulter des experts. Et on leur demande, oui, de se questionner sur, de garantir la représentativité effective, de s'assurer de tenir compte des réalités régionales, mais on leur demande même de réviser puis de s'assurer qu'on ait un processus efficace. Et on leur demande même de réviser peut-être la composition de la crise nécessaire et la manière de travailler. Donc, on est en train de refonder la manière d'arriver à une carte pour que des procédures exceptionnelles comme celles que nous vivons aujourd'hui ne soient plus nécessaires. Donc, on fait un travail de rénovation de fond qui, je pense, est nécessaire et qui, je pense, sera fondamental pour les décennies à venir. Et c'est de ça dont nous sommes particulièrement fiers, je pense. Puisqu'on parle de votre rôle de ministre responsable des institutions démocratiques, est-ce que vous pourriez légiférer pour rendre obligatoire une formation en matière d'éthique et de déontologie? C'est ce que vous demande la commissaire aujourd'hui de faire, de légiférer pour rendre cette formation obligatoire. Sur un autre sujet, on va se concentrer sur le projet de loi déposé aujourd'hui. Bonjour. Toujours M. Roberge. Les statuts d'exception, je comprends qu'on n'est pas là pour les élections de l'automne, mais est-ce que c'est un débat qui devrait avoir lieu par la suite ou est-ce que vous misez uniquement sur les nouveaux critères pour délimiter quelle circonscription pourrait potentiellement avoir ce statut? Le nouveau comité pourra se pencher là-dessus, justement, et nous formuler des recommandations. Est-ce qu'il nous recommandera d'utiliser cette voie-là, de légiférer pour créer de nouveaux comtés d'exception, ou plutôt d'avoir des critères qui sont suffisamment précis, efficaces pour que ce ne soit plus nécessaire? Je ne peux pas en présumer. On va laisser la commission faire son travail. D'accord. Puis, voyant ce qui s'est passé, est-ce que vous concluez que c'est impossible de faire un redécoupage majeur sans ajouter des circonscriptions?
qu'on devra toujours passer par cette voie de compromis-là et non redécouper en fusionnant d'autres circonscriptions? Je ne pense pas qu'il est toujours nécessaire d'ajouter plus de comtés. On est dans une situation très, très particulière. Mon collègue l'a très bien dit. La dernière fois qu'on avait ajouté des circonscriptions, c'était en 1989. Depuis ce temps-là, on a ajouté, 2 millions de Québécois sur le territoire. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va penser que d'ajouter 2 comtés après qu'on ait ajouté 2 millions de Québécois sur le territoire, c'est déraisonnable. Je ne pense pas que personne va dire ça aujourd'hui. Patrick Belrose. Et aussi, là, ce sont de tout temps des questions complexes. Ça prend une réalité terrain qui soit entendue et ça prend des critères qui soient révisés. Je vous donne un seul exemple. Pour moi, il est inacceptable que lorsque la CRE, puis j'en ai rien contre la CRE, mais dépose un premier rapport qui s'en va dans une direction, on fait des représentations, dépose un deuxième rapport qui s'en va dans une autre direction et un rapport final qui, pouf, s'en va dans une troisième direction sans qu'on ait eu voix au chapitre. C'est ce qui est arrivé, entre autres, sur l'île de Montréal. Pour nous, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, qui ne cloche pas. Et vous dire la complexité des critères, oui, le poids régional, et qu'est-ce qui est acceptable comme marge différenciée? 15 25 50 Alors, c'est important d'avoir un processus qui soit revisité selon ces nouvelles réalités-là. Puis effectivement, la solution, c'est pas d'ajouter des députés à tous les 8 ans, mais c'est de s'assurer que les critères soient revisités et que le processus soit amélioré, tout simplement. Patrick Belrose. Bonjour à tous. Monsieur Roberge, êtes-vous certain d'avoir l'appui de tous les députés indépendants, leur appui ou leur abstention, à tout le moins, pour faire adopter le projet de loi aujourd'hui? On a travaillé de manière transpartisane les 4 formations politiques représentées à l'Assemblée, c'est important de le dire. Puis, on l'a co-construit réellement. Alors, il y a eu plusieurs séances de travail et je pense que de ça, on peut être fier. Les députés indépendants ont tous été contactés personnellement par moi. Ils sont tous informés. Je ne peux pas aujourd'hui parler en leur nom. Honnêtement, si vous voulez savoir ce qu'ils et elles feront, je vous invite à communiquer avec eux, mais je ne veux pas présumer de ce qu'un député fera ou ne fera pas. Vous n'avez pas eu leur appui en leur parlant? Je vais les laisser parler en leur nom. Qu'est-ce que vous dites aux gens, puis M. Tanguy l'a un peu abordé quand même, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui pourraient s'inquiéter de voir le politique se mettre les mains dans le redécoupage de la carte électorale, de ne pas avoir laissé la CRE, un comité indépendant, pour faire le redécoupage? Mais c'est justement l'inverse qu'on fait. Nous sommes dans une démarche transpartisane, on l'a mentionné tout à l'heure, sur le plan électoral, sur le plan partisan, qui au Québec va prétendre que le Parti québécois, le Parti libéral, la CAQ et Québec solidaire ont les mêmes intérêts, y compris dans les régions dont on parle? C'est impossible de prétendre ça. Nous avons vraiment mis ces considérations de côté et nous n'avons eu que des considérations démocratiques, que des considérations transpartisanes en tête. Et c'est pourquoi nous nous présentons unis aujourd'hui dans cette solution-là. Et c'est pourquoi nous disons, pour l'avenir, c'est un comité qui va lui-même être transpartisan, qui ne sera pas partisan, qui va réfléchir ma pour l'avenir. question, c'était pourquoi le politique, de façon transpartisane? Pardon? Ma question, c'était pourquoi le politique a dû intervenir dans une démarche qui devrait être gérée par la CRE? Bien, parce que notamment, les critères de délimitation sont fixés par la loi. La loi, bien, ce sont les députés qui les prévoient. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il était temps de prévoir une révision des critères et que sur la base de considérations qui visent à faire en sorte que la voix de la Gaspésie va demeurer aussi forte, au moins aussi forte à l'Assemblée nationale, et que la voix de l'Est de Montréal, qui elle aussi a besoin d'être entendue de manière aussi forte, pour des différentes considérations, bien, on s'est dit, voilà, on prend la carte de 2025, la dernière itération de la carte qui a été publiée à la Gazette officielle, pour ces régions-là. Et pour le reste, on ne vient pas jouer, on ne vient pas faire de modifications puis de jouer dans les frontières. Pour ces régions-là, pour les raisons que je viens de mentionner, on prend la carte, la dernière itération annoncée dans la Gazette officielle. Et pour le reste du Québec, c'est la carte proposée par le directeur général des élections. On joue pas. Il n'y a aucun jeu politique dans les délimitations. Caroline Plante. Merci. Je rajoute un petit quelque chose, là. Ni de près ni de loin, la CRE n'a le pouvoir d'augmenter le nombre de circonscriptions. Nécessairement, ce pouvoir-là réside à l'Assemblée nationale auprès des élus. Il ne peut même pas exercer, il ne peut même pas suggérer ça, à la limite, la CRE. C'est certain qu'évidemment, à un moment donné, ça devient politique dans le sens où les partis politiques peuvent décider, en effet, comme ils l'ont fait en 1989. Puis
comme ils l'ont fait, je pense, en 1978, la fois précédente, d'augmenter le nombre de députés. Forcément, c'est les partis politiques ici présents qui vont le faire. Mais des comparaisons, je ne dis pas que c'est ça que vous faites, vous, personnellement, mais des comparaisons qui ont été faites avec du gerrymandering, comme aux États-Unis, ça ne fonctionne pas du tout. Là. On n'a pas pris de crayon ici, les 4 partis, pour dessiner des circonscriptions qui feraient l'affaire. Puis comment ça marcherait, une circonscription qui ferait l'affaire de 4 partis différents? Ça n'a aucun sens. Donc, la comparaison ne tient pas. Analyse des coûts. Combien ça... Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est fort, les hein? coûts. Avez-vous fait une analyse des coûts? Combien ça peut coûter, ça, créer 2 nouvelles circonscriptions? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. L'estimation, c'est alentour de, je pense que c'est 2 millions de dollars quand on compte les circonscriptions, les députés, les bureaux de comté. Parfois, il peut y avoir plus qu'un bureau de comté dans certaines circonscriptions, le travail du personnel, etc. Mais je le répète encore, on a ajouté près de 2 millions de Québécois depuis la dernière révision, depuis la dernière augmentation du nombre de députés. Je pense que c'est pleinement légitime. Et notre projet de loi ne change pas la création. Ouais. Pardon? Et d'ailleurs, donc, dans la nouvelle carte déterminée par le directeur général des élections du Québec, il y a la création de ces 2 circonscriptions. Donc, sur le plan des coûts, ce qu'on fait ne fait que confirmer la création de ces 2 circonscriptions. Donc, il n'y a pas de coût additionnel par le projet de loi 3 qu'on dépose aujourd'hui. Donc, vous dites 2 millions pour 2 comtés ou 2 millions par comté? Non, c'est pour les 2. Juste préciser quand même, la carte de janvier, oui, crée à 2 comtés. Exactement. Il y a quand même 2 circonscriptions qui s'ajoutent avec le projet de loi qui est déposé aujourd'hui pour un coût total, quand on compte l'ensemble des coûts de tous les députés, de 127 comtés versus 125 comtés, c'est environ 2 millions de dollars annuellement qui peuvent s'ajouter. Et je le répète, pour avoir une représentation juste et effective de tous les Québécois, 2 millions de Québécois de plus que lors de la dernière refonte du nombre de circonscriptions. Depuis 1989, je pense honnêtement qu'il était temps d'augmenter le nombre de circonscriptions et que c'est tout à fait juste et raisonnable. C'est pour ça qu'on arrive avec quelque chose qui a l'accord de toutes les formations politiques reconnues. Puis, M. Roberge, qu'est-ce que vous pensez, M. Roberge, des tactiques qui auraient été utilisées par Toronto pour miner la candidature de Montréal dans le dossier de la banque? On va aller... Je m'excuse, mais je n'irai pas sur ce sujet-là aujourd'hui alors qu'on est dans un point de presse transpartisan. Vous pourrez avoir des commentaires de mon équipe un peu plus tard. Hugo Pilon-Larose, merci. Je ne suis pas un spécialiste de la politique ontarienne, mais il me semble que j'ai déjà entendu dire que justement en Ontario, il y a beaucoup moins de députés par rapport à la population qu'au Québec. Là. On a plus de députés au ratio de la population. Donc pourquoi est-ce qu'au Québec, il faut toujours plus de députés? Je peux y aller. Vas-y. L'Ontario, c'est l'exemple extrême au Canada. Ils sont très nombreux en termes de citoyens. Ils ont un petit peu moins de députés qu'au Québec. Si on se compare juste à l'Ontario, on va dire effectivement le commentaire que vous venez de formuler. Mais quand on regarde l'ensemble des provinces et territoires, à l'exception de l'Ontario, toutes les provinces et tous les territoires ont moins d'électeurs par député, moins d'électeurs par comté. Le Québec est en 2e place pour le nombre d'électeurs par comté, par député, loin devant tous les autres. Donc, je pense que quand on regarde la moyenne canadienne, même à 127 comtés, on a beaucoup plus d'électeurs par circonscription. La deuxième question est très technique, là. Le comité, dans le fond, si je veux bien le paraphraser, bien le résumer, va venir étudier pour faire des recommandations sur comment améliorer ou modifier éventuellement la loi électorale sur laquelle se base la CRE pour faire son travail. C'est bien ça? Oui. OK. Et donc, est-ce que ce comité-là, il est temporaire, dans le sens où, après la prochaine législation, il va avoir fait son travail et tout ça? Qu'est-ce qui arrive avec le comité une fois qu'on a modifié la loi, là? Il est dissous à la suite de la remise de son rapport, et je peux vous trouver l'article, là, je le relisais tout à l'heure. Là. Alors, le comité est dissous. Dès le dépôt du rapport, le comité est dissous. Parfait, merci. I just would like to
understand how people at home can feel that the Supreme Court of Canada had its decision, and then you have the Commission on the représentation électorale, but then you have a new bill that has the power to change the electoral map. After all this process, the ones that were right are the MNAs? It's Section 3 of the Canadian Charter of Rights that make sure or ensure that we have a good democracy in Canada and Quebec. That being said, it's protected, it's not the process in itself, and it's not the criteria of the law adopted many, many years ago. That part of the job, if you allow me to say so, is for the MNAs of the National Assembly to determine the criteria and to enhance the process, and that's exactly the scope of this bill. But less technically, Mr. Tanguay, if I may just clarify what you've just said, you go over the Supreme Court, you go over the Commission, the independent commission. That's the perception that people may have. So if you can explain how you don't do that today. Yeah. So we are respecting the end result of the independent work of the commission by adding the end result of the 2025 carte électorale and the end result of the 2026 carte électorale. We are not the one, dealing with the subdivision of the circonscription. So we are respecting this independent work. We are putting this in place, and the end result is for us to add 2 MNAs accordingly. That being said, going forward, I think that within our democracy, it's about time to have a clear discussion with experts, with everyone, and to have a report saying, okay, you should enhance the law with these criteria, and you should enhance the process as well with these other way of doing things. And we had studies everywhere in the world, and also elsewhere in Canada. That being said, it's going to be part of the job for the next MNAs, the next group of MNAs after this election, to take the end result of this report and to propose amendments to the law, and we will have a debate within these walls to enhance the law. The criteria. The criteria and the process as well. Okay. The process as well. The process, just to make sure, will still be, of course, independent. It's not the MNAs who will be fixing the boundaries. It's going to be still an independent but an enhanced process. And the other question that I had is, why do we have, I understand about the Gaspé region, you don't want to have such a wide territory to cover. But what about the east of Montreal? Is it about influence of Montreal? You could not afford to lose one riding there. No, it's always about the citizen and to have an effective representation. Regardless of you're in Montreal, in Gaspé, it's for the 9 million Quebecers to have access to their MNAs and to be fairly represented at the National Assembly. And that's the basis on which we build this bill, and I think that it's a great step forward for our democracy, honestly. And see, if it had been anything that transpartisan, today it's the end result of a very positive, constructive way of doing things. We can speak to each other here at the National Assembly. We don't have the same partisan interests, but we set this aside and we are putting in place, that's the goal, a process that will ensure a better representation going forward. Dan? Mr. Roberge, I just wanted to ask about your motion on the French language today and why that was necessary. C'est tentant, ça. Non, c'est même pas tentant. Merci beaucoup tout le monde. Même date. On ne change pas ça. Merci beaucoup. Merci.